What the fuck is that? What the fuck is that? A fucking cat? แค่ว่านอกปล่อย Je vous garantis qu'avant la fin de la vidéo, vous allez découvrir au minimum un animal que vous n'aviez jamais vu. Et j'ai passé plusieurs semaines à vous dénicher les pépites des animaux inconnus, que ce soit des animaux qui ressemblent à des aliens, qui aient des dents humaines, qui dansent comme Michael Jackson, voire même qui tirent des fils comme Spider-Man pour choper leur proie, et je vais tous vous les présenter aujourd'hui. Moi c'est Kumo, et j'ai qu'une seule chose à vous dire, installez-vous confortablement et prenez des vêtements chauds, parce que pour ce premier animal, on va se cailler les miches au pôle sud, plus précisément à 1 km de profondeur sous l'eau glaciale de l'Antarctique. Et je vous présente le Lagisca gigantea. Je suis pas sûr pour la prononciation, mais passons. C'est une sorte de gros ver à écailles qui mesure 20 cm de long pour 10 cm de large, donc il est pas tout petit non plus. Et pourtant, on n'en voit quasiment jamais, même dans les expéditions sous-marines qui sont dédiées pour le trouver, parce qu'il bouge que très peu. Ils ont ce nom de ver à écailles à cause de ce qui les recouvre et qui pourrait faire penser à des écailles, alors que c'est en fait des élytres. Oh, we got the elytra! Non, pas celle qu'il y a dans Minecraft, je vous parle de ces élytres-là. À la base, les élytres, c'est ces sortes de coques de protection d'ailes qu'on peut retrouver sur plein d'insectes, comme les scarabées par exemple. Au fil de leur évolution, les Lagisca en ont obtenu de plus en plus gros et de plus en plus résistants, et elles leur servent principalement à se déplacer sous l'eau, mais aussi à se protéger. Par contre, truc un peu con, ils sont pas super forts pour nager, ce qui est un peu dommage quand t'es un animal marin. Du coup, la solution qu'ils ont trouvée, c'est qu'ils préfèrent rester au sol la plupart du temps. En soi, s'ils ressemblaient juste à ça serait des animaux qui seraient plutôt mignons, enfin beaux à observer en tout cas, mais ça c'est parce que je vous ai pas encore présenté leur tête des enfers. Et ouais, en fait, sous leurs élytres, eh ben, ils ont une tête plutôt flippante qui est composée de 4 yeux qui sont sessiles, donc qui sont fixés dans son crâne, mais surtout d'une mâchoire terrifiante qui leur sert à déchiqueter leurs proies, qui sont principalement des poissons et des mollusques. Ouais, je suis d'accord, quand t'as vu leur tête, t'as de quoi en faire des cauchemars. Mais vous savez ce qui peut vous faire des cauchemars encore plus terrifiants? Lui, ce hacker qui est en train de voler toutes vos données personnelles pendant que vous cherchiez comment ne pas se faire mordre par les pires araignées en Australie depuis un wifi public. Mais heureusement, j'ai la solution qui n'est autre que le tout premier sponsor de la chaîne, CyberGhost VPN. Pour ceux qui les connaissent pas, c'est tout simplement l'un des meilleurs services de VPN du monde, mais avant d'aller plus loin, qu'est-ce que c'est qu'un VPN? En gros, un VPN, c'est un peu comme une cape d'invisibilité sur internet. Ça va vous permettre de crypter vos informations, masquer votre IP et faire en sorte que personne ne puisse obtenir vos données sensibles facilement, tout en vous permettant de débloquer les catalogues internationaux de plus de 40 plateformes de streaming, dont Netflix et Prime Video par exemple. Bon, typiquement, si vous aviez par exemple envie de voir un documentaire animalier qui est uniquement présent sur le Netflix australien, et bah maintenant vous pouvez le faire en toute sécurité, mais aussi en quelques clics en utilisant CyberGhost VPN. En vous connectant à leur serveur, CyberGhost VPN va vous permettre d'accéder directement au catalogue australien tout en sécurisant votre connexion pour que personne puisse voler vos données. Et pour mieux comprendre qui ils sont, CyberGhost c'est plus de 38 millions d'utilisateurs dans le monde, plus de 20 000 avis 5 étoiles sur Trustpilot, mais surtout une offre exceptionnelle qui va vous régaler, 83% de réduction, 4 mois offerts et une période d'essai de 45 jours en cliquant sur le lien dans la description. Et petit tips en plus, avec un seul abonnement, vous pouvez l'utiliser sur 7 appareils différents, donc c'est l'occasion de régaler votre famille. N'hésitez plus et surtout protégez-vous avec un des meilleurs systèmes de VPN du monde au meilleur prix avec le lien en description. Merci encore à eux et maintenant reprenons notre exploration. Bon, avant de sortir totalement de l'eau en fuyant le plus rapidement possible, on va remonter un petit peu vers la surface et se diriger en Amérique du Sud pour que je vous présente ce poisson qui peut vous bouffer les bijoux de famille. Voici donc le poisson pacu, un gros bébé originaire de l'Amazonie en Amérique du Sud qui peut atteindre les 1,20 m de long pour plus de 25 kg, ce qui pourrait être tout à fait acceptable s'il possédait pas des dents humaines. Eh oui, comme vous pouvez le voir, les pacous sont munis d'une belle rangée de dentitions qui sont principalement des molaires et qui ont une sacrée réputation de brise-noix. Bon après cette réputation elle est basée surtout sur des histoires, des récits, des témoignages, mais il n'y a jamais rien eu vraiment de vérifié. Donc en soi, ça se rapproche plus d'une légende qu'autre chose. Après, vu que ça reste des proches cousins des piranhas, les pacous sont quand même capables de faire bien mal s'ils le veulent, mais dans l'ensemble, c'est des poissons qui sont assez paisibles et ils sont même herbivores. Donc s'ils t'attaquent, c'est très probablement un accident, ou alors c'est lié à du stress, ou alors ils avaient vraiment très faim. D'ailleurs, son aspect qui est assez particulier avec ses énormes dents là, ça a fait qu'il a été très apprécié par les collectionneurs absolument partout dans le monde et il a été importé un
un peu partout aussi. Et oui, si tu te poses la question, il y a aussi des gens qui l'ont importé en France et ils ont eu la bonne idée de les relâcher dans la Seine. Voilà, donc pour ceux pour qui les maladies qui étaient présentes dans la Seine c'était pas suffisant, peut-être que des poissons mange-boules, ça vous dissuadera d'aller vous baigner dedans. Bon, attendez, parce que je sens qu'avant la fin de la vidéo, il y en a plein qui vont me dire qu'ils vont plus jamais mettre les pieds dans l'eau avec les animaux que je vous présente, donc laissez-moi vous parler d'un animal qui est marin et qui est beaucoup plus mignon, la sépiole colibri. Bon alors évidemment, j'ai dit que c'était un animal marin, donc c'est pas un oiseau, c'est pas un colibri, mais c'est en fait une seiche, et il y a presque aucune chance que vous en ayez observé, parce qu'elle est minuscule, mais aussi parce que c'est un maître ultime du camouflage. En fait, c'est leurs couleurs qui sont super variées et super flashy qui leur ont valu le nom de colibri. Mais du coup, vous allez peut-être vous demander à raison comment ça peut être une pro du camouflage si elle a des couleurs aussi flashy, surtout que quand on l'observe bien et de plus près, elle est parsemée de petits points lumineux, ce qui est en soi pas vraiment discret. Et ben en fait, la journée, cette toute petite seiche qui dépasse pas les 5 cm, va utiliser ses tentacules pour s'enterrer sous le sable et laisser sortir juste ses petits yeux pour vérifier qu'elle est bien à l'abri de toute attaque. Par contre, la nuit, elle va utiliser ces fameux points lumineux pour se camoufler. En fait, quand elle va être vue d'en dessous, elle va se dissimuler parmi les étoiles, et quand elle va être vue d'au-dessus, la lumière de la lune qui se reflète sur les grains de sable va également la dissimuler. Mais juste avant que je vous explique d'où vient cette lumière et comment elle l'obtient, partons du principe que son camouflage ne fonctionne pas juste pour voir comment elle réagit. En fait, dans le cas où elle se fait attaquer, la sépiole colibri va se séparer volontairement d'une tentacule pour faire appât, et elle va ensuite projeter un jet d'encre avant de se barrer super vite. Ouais, du coup, pour imager, c'est un peu comme si à chaque fois qu'on se faisait attaquer et qu'on voulait fuir, on se coupait un bras, on commençait à péter, et ensuite on se mettait à détaler le plus rapidement possible. Mais bon, heureusement pour elle, ça arrive que très rarement, justement grâce à leur camouflage lumineux, qui vient d'une relation symbiotique incroyable avec une bactérie qui s'appelle la Alivibrio fischeri. En fait, nos petites seiches, quand elles naissent, elles brillent absolument pas, et elles doivent réussir à attirer cette bactérie qui est bioluminescente pour survivre. Du coup, elles vont se mettre à produire une sécrétion que ces bactéries adorent manger pour les attirer à l'intérieur de leur corps. La sépiole, elle va ensuite stocker ces bactéries à l'intérieur d'un organe au niveau de leur ventre, qui s'appelle l'organe lumineux. Ça n'a pas été cherché très loin, et elle va ensuite les nourrir constamment pour leur permettre de proliférer. Les bactéries de leur côté, elles ont un 5 étoiles vivant qui leur fournit de la bouffe à volonté, et en contrepartie, elles doivent simplement briller pour lui permettre de se camoufler de la nuit. Cette relation entre deux organismes, elle a vachement intéressé les scientifiques qui se sont dit qu'ils allaient mener plus de tests sur la sépiole colibri, et ils se sont rendus compte qu'en fait, elle est beaucoup plus intelligente qu'il n'y paraît, elle arrive à résoudre des problèmes assez complexes, et même à reconnaître des visages qu'elle a déjà vus avant. Comme quoi, encore une fois, la taille du cerveau fait absolument pas l'intelligence ni même la capacité à se défendre, comme nous le prouvent bien ces sortes de peluches vivantes qui sont beaucoup plus gros que notre seiche. Ces sortes de semi-singes marsupiaux mixés à des peluches sont des dendrolagues, aussi appelés des kangourous arboricoles, et ils sont ultra rares. Et quand je dis ultra rares, c'est même pas une façon de parler. Là on parle de ultra rares au point qu'ils ont été découverts au 19e siècle, alors qu'ils sont quand même plutôt voyants et assez gros. Bon, après, vu qu'ils vivent dans les forêts de Papouasie-Nouvelle-Guinée, mais surtout d'Australie, je peux comprendre qu'on n'ait pas trop envie d'y mettre les pieds pour découvrir tout ce qui s'y trouve, mais quand même, ça reste un exploit. Ces peluches vivantes sont, comme leur nom l'indique, des cousins des kangourous, sauf que contrairement à eux, bah ils sont ultra nuls sur le sol. Genre vraiment ultra nuls, c'est à peine s'ils arrivent à marcher correctement. Mais par contre, une fois qu'ils sont dans les arbres, c'est là que leur plein potentiel se libère. Mais bon, allez, redorons leur blason et voyons ce qu'ils savent faire. Déjà, ils peuvent boire uniquement l'eau contenue dans les feuilles et les fruits qu'ils mangent pendant des jours. Et deuxième capacité, ils peuvent aussi tomber de super haut. Non, c'est pas une blague, c'est vraiment leurs deux seuls atouts. Bon, dans la théorie, ils peuvent sauter d'arbre en arbre sur des distances allant jusqu'à 9 mètres, mais dans la pratique, leur corps il s'est surtout adapté pour pouvoir résister à des chutes de plus de 18 mètres de haut. Et heureusement, sinon ils auraient sûrement jamais été découverts. D'ailleurs, étonnamment, en Australie, ils ont aucun prédateur. C'est juste en Papouasie qu'ils ont à affronter des pitons améthystes et des oiseaux de proie. Mais malheureusement, évidemment, les plus gros prédateurs qu'ils ont, ça reste l'humain et la déforestation. Et c'est d'ailleurs aussi le plus gros prédateur du couscous. Pourquoi ? Non, pas ce couscous-là, ce couscous. Ce gros marsupial qui ressemble à un koala croisé à un ours
qui est choqué de fou, fait à peu près la même taille que les dendrolagues, mais lui il est encore plus tranquille qu'eux. Pour vous dire, ils sont tellement lents qu'ils ont le surnom d'acrobates en slow motion et qu'ils ont la réputation d'être plus lents que les paresseux. Bon alors évidemment s'ils vivent à cette vitesse c'est qu'il y a une bonne raison derrière et c'est la même que pour leurs cousins les koalas. En fait les couscous se nourrissent presque exclusivement de feuilles dont certaines sont toxiques. Et vu que déjà de base les feuilles ça nourrit pas spécialement bien niveau énergie mais en plus que certaines sont toxiques, bah les couscous brûlent une bonne partie du peu d'énergie qu'ils ont à les digérer. Mais bon ok ils sont lents mais ils ont sûrement des caractéristiques qu'on connaît pas encore, qui sont sûrement intéressantes, ou même des techniques de défense qui sont super évoluées, ou même un comportement social exceptionnel. Et ben non, en fait c'est limite pire que les kangourous des arbres. Les couscous c'est simple, ils ont la pire méthode de défense du monde. S'ils se sentent en danger, ils arrêtent de bouger. À la limite en technique de défense on pourrait dire qu'ils ont un regard qui est assez perturbant, qui pourrait déstabiliser l'adversaire, mais c'est tout. Et socialement parlant, ils sont clairement pas fous non plus, parce qu'ils passent la plupart de leur vie seuls, mais si jamais ils croisent un autre couscous qu'ils aiment bien, ils peuvent rester ensemble parfois jusqu'à la fin de leur vie. Et c'est à peu près tout ce que je peux vous dire sur eux. Mais bon, ils sont super mignons et en vrai il faut les protéger, ça reste des animaux qui sont super vulnérables et ils sont vraiment super rares. C'est juste qu'on n'en connaît pas assez sur eux, sinon j'en parlerai plus et de façon un peu plus élogieuse. Ah et ici aussi, il y a aussi un couscous qui ressemble à un dalmatien qui a mangé un truc périmé. Et voilà, on a fait le tour. Bon, on vient de finir la première partie qui était l'échauffement de cette petite exploration. Je vous ai montré quelques animaux inconnus, mais qui sont pas du tout aussi inconnus que les prochains que je vais vous montrer. Évidemment, si vous avez déjà découvert un animal à ce stade, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, et sinon, bah continuons notre exploration. Jusqu'à maintenant, on a pu découvrir des animaux sous l'eau, plus proches de la surface, ou encore dans les arbres, mais maintenant on va s'intéresser à un animal qui est une déesse dans le pays où elle vit, qui est l'Inde, et non, c'est absolument pas grâce à son physique. Pendant des années, cette petite grenouille qui s'appelle la grenouille à nez de porc était considérée comme une légende. Certains affirmaient l'avoir vue, mais quand ils voulaient revenir avec des scientifiques pour confirmer son existence, il n'y avait jamais aucune trace d'elle. Pas une seule trace de la grenouille, voire même pas un seul bruit. Enfin si, il y avait des bruits qui ressemblaient à ça, mais du coup qui étaient catégorisés par les scientifiques comme des bruits de poules sauvages. Mais par hasard et par grande chance, pendant une exploration en 2003, des scientifiques ont réussi à tomber sur une de ces grenouilles et à confirmer leur existence. Évidemment, suite à ça, les personnes qui l'ont découverte, ils ont voulu comprendre pourquoi il y avait personne qui arrivait à l'observer depuis tout ce temps, et ils ont trouvé. Cette grenouille à nez de cochon ne sort dehors qu'entre 1 et 7 jours maximum dans l'année, et le reste du temps, elle vit sous terre dans des tunnels qu'elle creuse avec son nez et ses pattes. Mais du coup, vous vous posez sûrement la même question que moi au moment où je l'ai découverte. Pourquoi elle sort que si peu de temps et qu'est-ce qu'elle y fait pendant cette période de temps où elle est dehors? Déjà, point important à savoir, elles ne sortent que pendant la période des moussons, donc quand il y a les fortes pluies. On pourrait se dire que c'est pour se doucher, profiter de cette douce eau qui lui ruisselle sur le corps. Et bah absolument pas, c'est juste pour Ken. Le mâle, dès qu'il va sortir, il va directement se créer un petit nid douillet, puis il va pousser ses petits cris qu'on pensait être ceux de poulets sauvages qui servent à attirer une femelle vers lui. S'il a assez de chance, il va trouver sa partenaire le premier jour de sa sortie, et sinon il va devoir attendre quelques jours pour pouvoir ensuite s'enjailler quelques secondes, et puis c'est ciao. Le mâle il peut repartir directement se creuser un trou et attendre 1 an pour recommencer. La femelle, elle de son côté, elle va devoir déposer ses œufs dans un cours d'eau, et puis bah comme toute bonne mère célibataire, elle va se barrer aussi vite que le mâle parce qu'elle a pas que ça à foutre. Non, je peux pas, j'ai pas le temps, j'ai rien à faire. Du coup, les bébés, ils vont devoir survivre par eux-mêmes pendant que les parents se prennent des bains de boue et recherchent des colonies de termites pour se nourrir, ce qui évidemment n'aide pas l'espèce à proliférer durablement. Mais malgré tout ça, si tu te souviens, juste avant, je t'ai dit qu'elle était considérée comme une déesse, et c'est pas des conneries. En fait, si vous le saviez pas, en Inde, il y a un très gros problème de pollution, un peu comme partout dans le monde, mais là-bas c'est vraiment hardcore. Cette pollution, mais aussi les routes qui viennent se créer là où vivent ces grenouilles, ont failli éteindre l'espèce en quelques années, alors que ce sont des animaux qui sont présents ici depuis 80 millions d'années. Oui, elles ont connu les dinosaures, et nous on a failli les éteindre en 20 ans. Du coup, ce qu'ont fait les associations et le gouvernement indien, c'est qu'ils l'ont associé à un dieu de leur culture qui s'appelle Mahabali,
et qui ne sort aussi qu'une seule fois par an selon leurs croyances. Ce rapprochement il a permis de sensibiliser un peu plus la population locale sur cette boule sur pattes qui est maintenant un peu moins en danger qu'avant. La suivante, elle n'a pas été considérée comme une déesse mais presque. Pendant des années, elles ont été considérées comme les descendantes directes des dragons. Je vous présente les Olmes ou salamandres des grottes qui sont aussi parfois appelés poissons humains à cause de leur peau qui ressemble à la nôtre et qui étaient anciennement aussi appelés dragons des grottes. Ces amphibiens qui peuvent atteindre les 30 cm de long, ce qui est vachement grand pour des animaux de ce type, vivent uniquement dans des grottes qui n'ont absolument aucune lumière et qui sont principalement présentes dans l'Europe de l'Est comme la Slovénie ou la Croatie. Et quand je dis qu'il n'y a aucune lumière, c'est pas parce qu'elles aiment pas ça. Non, c'est un peu plus complexe que ça. En fait, si le soleil touche leur peau, bah elles meurent, tout simplement. En fait, leur peau, elle est tellement fine et adaptée aux grottes qu'elle peut pas résister à la lumière du soleil. Et c'est d'ailleurs pas la seule adaptation aux grottes qu'elle a. Vous l'aviez sûrement remarqué, mais on dirait qu'elle a pas d'yeux. En même temps, vous allez me dire que dans des grottes avec aucune lumière, il y a aucune utilité à avoir des yeux, c'est normal qu'elle en ait pas. Et bah c'est faux. Les Olmes ont bien des yeux quand elles naissent, mais par contre, effectivement, ils leur servent à rien. Du coup, au final, ils vont se faire recouvrir de peau lorsqu'elles grandissent. Pour se repérer, en fait, elles vont détecter les vibrations d'une façon ultra précise grâce à leur oreille interne. Et quand je dis ultra précise, c'est précis au point de pouvoir détecter le mouvement d'une patte de crevette dans l'eau. Mais bon, la nourriture dans les grottes, elle est pas forcément abondante non plus. Du coup, ces petits amphibiens, ils ont encore une autre adaptation, ce qui nous change vachement du couscous et du dendrolag. Parce que des fois, moi, je vomis. Elles ont la capacité de survivre avec un seul repas pendant 10 ans. Et en sachant qu'elles peuvent vivre plus de 100 ans, ça voudrait dire que techniquement, elles pourraient manger uniquement 10 repas dans leur vie entière. Évidemment, si c'est possible, c'est parce qu'elles ont réussi à trouver un moyen pour ralentir leur organisme au maximum et ne pas bouger d'un seul millimètre, ce qui les rend vulnérables aux prédateurs. Sauf que, bah, vu qu'il n'y a aucun prédateur dans les grottes, en fait, elles sont tranquilles. La seule menace qu'elles ont, bah, évidemment, c'est les humains et la contamination qui est due à la pollution, parce qu'évidemment, elles y sont extrêmement sensibles. Mais bon, on va quitter ces grottes sombres et découvrir un animal qui, lui, adore la lumière, voire même qui adore la lumière des projecteurs. Je vous présente les manakins. Ou mannequins, enfin un des deux, je sais pas comment ça se dit. Le premier truc qu'on marque chez eux, c'est évidemment leurs couleurs qui sont super vives, sauf pour les femelles qui elles ont des couleurs plutôt marronâtres ou vert pâle et qui leur permettent de mieux se camoufler. Ça montre directement qu'il y a un but différent entre les mâles et les femelles dans cette espèce, et effectivement c'est le cas. Les mâles, eux, ils ont un seul objectif, danser pour impressionner les femelles. Que ça soit du métal, du tango ou du classique, c'est pas un souci. Ils peuvent apprendre énormément de danses différentes pour simplement tenter de charmer leur promise. Et le pire, c'est que ça marche même pas forcément. Les femelles, elles sont ultra sélectives et elles vont sélectionner uniquement les mâles les plus énergiques, les plus performants, ceux qui connaissent les plus de danse, mais aussi ceux qui performent sur les pistes les plus impressionnantes. Et oui, parce que du coup, je vous l'avais pas encore dit, mais chaque mannequin mâle doit se trouver et se réserver une piste de danse et il doit ensuite l'entretenir, sinon ça serait un peu trop facile. Bon, et on pourrait se demander comment ils apprennent toutes ces danses, parce que c'est très probablement pas instinctif. En tout cas, si ça l'était, ça serait extrêmement impressionnant, mais je vous le dis, c'est pas le cas. En fait, quand les jeunes mâles sont assez grands pour subvenir à leurs besoins, ils vont essayer d'observer un maximum de mâles adultes pour apprendre leur danse par mimétisme. Ça leur prendra ensuite des années pour les perfectionner, mais le pire dans tout ça, c'est le but qui est évidemment uniquement de se reproduire. Mais moi je veux faire l'amour! Et pour le coup, on est très loin du dessin animé Rio où les oiseaux ils vont se mettre en couple, ils vont avoir des petits enfants, la petite vie magnifique. Là, une fois que le mâle il a eu ce qu'il voulait, il va laisser la femelle galérer avec les petits et il va directement partir draguer une autre femelle pour recommencer. D'ailleurs, il y a un autre truc de fou que je vous ai pas dit, ce son là que vous entendez. Et bah c'est absolument pas son bec qui le produit, mais c'est en fait ses plumes. C'est l'un des seuls oiseaux du monde à avoir la capacité de faire claquer ses plumes les unes contre les autres à une vitesse de 80 fois à la seconde. Le claquement il produit ses sons distinctifs et ça leur sert aussi à attirer les femelles. Et cette tradition de danseur charreau qui va charmer toutes les femelles qu'il trouve, elle est pas prête de s'arrêter parce que plus les femelles vont être sélectives, plus ça sera uniquement les mâles les plus performants qui vont être sélectionnés, ce qui va favoriser la
génétique et aller dans le sens de cette tradition, qui est absolument pas celle qui a été choisie par les taquins de Sichuan, qui eux ont opté pour une tradition un peu plus rentre-dedans. Les taquins sont clairement ce que serait devenu un croisement entre une chèvre et un taureau sous stéroïdes, et faut clairement pas les faire chier. Déjà avec leur hauteur d'1,70 m au garrot, donc sans compter la tête, pour 300 kg, ils imposent le respect là où ils ont décidé de passer. Ils sont assez connus pour être plus ou moins dociles, mais surtout pour péter des câbles absolument à n'importe quel moment, et il faut vraiment éviter d'être là quand ça arrive. Ce comportement assez imprévisible et explosif, on va dire, ils l'utilisent aussi pour draguer et montrer qui est le plus gros bonhomme du groupe en se fonçant dedans. Le mâle qui a le crâne le plus dur, il va séduire toutes les femelles du groupe qui deviennent ensuite son harem jusqu'à ce qu'il soit détrôné. Mais bon, revenons un petit peu en arrière et je vais juste rajouter un petit truc sur sa dangerosité parce qu'en soi, vous avez que très peu de chances de le croiser. Comme leur nom l'indique, ils vivent principalement dans les montagnes de Sichuan et de l'Himalaya, donc ça reste pas la porte à côté. Et dernier truc, pour les locaux, les taquins sont aussi importants que les pandas géants, sauf que eux, ils sont beaucoup plus connus. Ça y est, on entre dans le top tier des animaux les plus chelous et surtout les plus inconnus du monde, et si vous avez tenu jusque-là sans découvrir un seul animal, bah déjà franchement félicitations parce que vous avez une sacrée connaissance animalière, mais vous inquiétez pas, ça va très vite changer. Si c'est pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un petit commentaire parce que je suis assez nouveau sur YouTube, donc ça m'aide à me faire un peu plus connaître. Et pour les plus fidèles, il y a même un Discord qui est en description que vous pouvez rejoindre, sur lequel je suis présent tous les jours, donc on peut discuter ensemble, vous pouvez me proposer des idées de vidéos ou même juste savoir quand je passe en live. Je sais pas si c'est mieux que je la mette à deux mains ou à une main mon arme là en fait. Là, on va commencer à découvrir des animaux qui pourraient sortir tout droit d'un film de science-fiction, et les premiers que je vais vous présenter, c'est les membracides ou trioper qui vivent principalement au Brésil. Évidemment, je vais pas tourner autour du pot, le premier truc qu'on remarque, c'est leur antenne 5G qui promène sur leur tête et qui peut prendre beaucoup de formes différentes, toutes plus impressionnantes les unes que les autres. Ça a évidemment une importance cruciale pour cet insecte, et je dirais même que c'est vital pour eux, mais avant que je vous explique comment c'est apparu et à quoi ça leur sert, on va discuter un petit peu de leur système de communication qui est tout aussi impressionnant. En fait, pour communiquer, les membracides produisent des vibrations avec leur corps qui vont créer une résonance sur les plantes sur lesquelles ils se trouvent. Ils ont appris à maîtriser ces vibrations de façon ultra précise, ce qui leur permet de communiquer à distance en se donnant des instructions super claires. Et c'est même pas la seule dinguerie qu'ils ont au niveau social. En fait, les trioper produisent une sorte de liquide sucré qui s'appelle le miela. Au fil du temps, ils ont compris deux choses. Ils sont super nuls pour se défendre et le miela leur sert absolument à rien. Par contre, ils ont remarqué que certains autres insectes adorent en manger. Du coup, il y a une sorte de relation symbiotique qui s'est installée entre ces trioper et les fourmis, mais surtout les abeilles qui viennent les défendre quand il y a besoin contre un petit peu de ce miela. Bon, personnellement, je trouve ces relations interespèces absolument fascinantes et je pourrais en parler toute la journée, mais bon, on va revenir sur leurs sortes de couronnes qui sont sur la tête et sur à quoi elles leur servent tout simplement. Comme je vous l'ai dit juste avant, les trioper sont super mauvais pour se défendre et ils sont la cible d'énormément d'autres animaux comme les oiseaux ou encore des insectes plus gros qu'eux. Le truc c'est qu'au fil de leur évolution, les membracides ont compris que les prédateurs évitaient spécifiquement certaines plantes comme les champignons vénéneux ou encore les épines. Du coup, les années sont passées et ces insectes se sont adaptés, ils ont commencé à développer ces sortes de formes sur leur crâne pour imiter ces mêmes plantes. Résultat, ça permet des fois de dissuader certains de leurs prédateurs alors que ce sont juste des insectes minuscules de quelques centimètres à peine. On continue sur les animaux qui pourraient sembler irréels avec une sorte d'animal qui ressemble à un bonbon vivant, les péripates ou vers de velours. Déjà, comme les manakins qu'on a vu un peu plus tôt, ces vers peuvent avoir beaucoup de couleurs différentes en passant du orange-rouge au marron jusqu'au bleu tacheté. Sauf que très souvent dans la nature, vous le savez sûrement, plus il y a de couleurs, plus il faut s'en méfier et moins il faut s'en approcher. Et c'est aussi le cas pour ces vers de velours. Enfin, nous, on n'a rien à craindre. Ils peuvent quasiment rien nous faire, mais par contre, les araignées, scarabées et autres insectes du même genre, ils doivent s'en méfier parce que c'est des véritables machines à tuer. Et on va faire le tour de leur arsenal. Déjà, première attaque qui est bien cheatée, ils ont deux sortes de pistolets à filament ultra collant à la Spider-Man qui peuvent tirer à volonté. S'ils repèrent une proie ou quoi que ce soit qui
considère comme un ennemi, il va tirer deux sortes de filaments extrêmement collants stockés dans sa tête à une distance allant jusqu'à 30 cm de distance qui vont servir à immobiliser sa cible. Ensuite, il va se rapprocher tranquillement de sa cible et il va sortir sa deuxième arme qui vient de sa bouche, ses dents qui sont extrêmement tranchantes et qui vont lui permettre de creuser un petit trou dans sa proie. Ensuite, il va faire une sorte de shaker cocktail d'enzymes digestives qui va venir vomir dans le trou qu'il a fait dans sa victime, ce qui va la dissoudre de l'intérieur pendant qu'elle est encore vivante et la transformer en une sorte de jus de fruits qui va revenir siroter un peu plus tard. Ouais, du coup son aspect un peu mignon, il est plutôt trompeur. Après, en soi, on peut pas dire grand chose, il s'est adapté à ses ennemis et à son environnement parce qu'il est originaire d'Amérique du Sud, mais surtout d'Australie. Donc ouais, niveau ennemi, c'est pas un cadeau non plus. Et en plus, malgré ses techniques de défense qui sont assez avancées, ça reste un animal qui est assez fragile. Sa peau qui est recouverte de toutes petites écailles et qui est assez douce au toucher est super fragile et sèche au soleil. Du coup, il est contraint de rester dans des endroits abrités et humides, ce qui est une assez grosse contrainte. Avant de vous montrer l'animal ultime de cette vidéo, qui est plutôt terrifiant, on va pas se mentir, on va se remettre une petite dose de mignonnerie pour mieux dormir la nuit, et qu'est-ce qui est plus mignon que ce petit gars-là? Son petit nom, c'est le fourmilier nain, mais il est aussi appelé localement lèche-main en Guyane, et il vit principalement dans le nord de l'Amérique du Sud. Comme son nom l'indique, le fourmilier nain, logiquement, il devrait se nourrir de fourmis, alors va falloir m'expliquer pourquoi il a décidé de vivre exclusivement dans les arbres. En fait, cette petite boule de poils de 50 cm de long, ce qui en fait le plus petit fourmilier du monde, a décidé de changer de régime et de se nourrir principalement de termites, mais aussi de guêpes, qui va chercher directement dans les nids de guêpes en pleine nuit. Ah oui, parce que j'ai oublié de vous dire, mais c'est un petit animal nocturne, d'où le fait qu'il soit assez peu connu, parce que la journée, il aime se transformer en petite boule de poils pour faire penser aux rapaces et aux autres oiseaux mangeurs d'animaux mignons que c'est un gros fruit pas mûr présent dans les régions où il habite. Mais bon, vu qu'on n'est jamais trop prudent dans ce genre de jungle, il dort directement avec ses griffes collées à son visage, comme ça si jamais il se fait surprendre en plein sommeil, il peut se défendre super rapidement. Allez, je vous laisse profiter de sa petite tête mignonne encore quelques secondes. Voilà, c'est bon pour vous? Ok, alors je vous présente l'ultime alien de cette vidéo, le Creatanotos Genghis. Ouais, je suis d'accord, il est plutôt sympathique, et je suis sûr que vous adoreriez en voir un au-dessus de vos têtes en vous réveillant. Bon, après, évidemment, ils vivent pas en France, sinon je pense qu'on serait tous au courant. On en trouve uniquement en Asie du Sud-Est, mais surtout en Australie. Oui, encore. Ça fait beaucoup là, non? Si vous l'aviez pas compris, ce truc qui peut faire peur au premier abord, c'est en fait juste un papillon. Là, si je vous montre une femelle, peut-être que ça va un peu plus vous parler. En fait, c'est uniquement les mâles qui ont ces sortes de tentacules poilus au cul qui sont caractéristiques de cette espèce. Ça s'appelle des chorémata ou crayons capillaires et ça leur permet en fait de déposer des phéromones un peu partout dans l'air, justement pour attirer les femelles. Bon, du coup, ils auraient pu vous faire peur si vous étiez tombé dessus sans avoir vu cette vidéo, mais maintenant, au moins, vous saurez qui sont absolument inoffensifs et qui représentent aucun danger. Par contre, il faut le dire, certains locaux les considèrent comme de la peste parce que c'est des papillons qui adorent se nourrir dans les rizières ou alors directement dans le riz des cuisines des habitants. Mais bon, rangez vos claquettes quand même, on décime déjà bien assez d'animaux comme ça. Et voilà, on arrive à la fin de cette exploration, mais juste avant, je tenais à vous rappeler que vous pouvez rejoindre le Discord en description, ou encore tout simplement vous abonner, et je tenais également à remercier mon tout premier sponsor, CyberGhost VPN, que vous pouvez à nouveau retrouver en description pour bénéficier de leur offre de 83% de réduction et de 4 mois offerts, tout ça avec la garantie satisfait ou remboursé de 45 jours, qui vous permet déjà de tester leur efficacité. N'hésitez pas à me dire si vous voulez un épisode 2 sur le sujet, je pourrais dénicher encore d'autres dingueries sans souci. Merci pour votre soutien, c'était Kumo, ciao.